Alors les positions des plus gros investisseurs de la planète sont connues, et pourquoi on va regarder ça? Pour la bonne raison que tout le monde adore copier. Voilà, on le fait tous et il n'y a absolument aucune raison d'en avoir honte. On va voir si on aurait pu anticiper ou non ce qu'ils ont choisi. Voilà, s'il y a une bonne idée et qu'on est capable de la comprendre, on va pas s'en priver. Snowball.fr. Alors la liste complète des achats des fameux super investors, ce qui veut dire que ce sont des gens qui gèrent de l'argent professionnellement, qui dépassent 100 millions de dollars d'actifs sous gestion et qui déclarent leur position uniquement aux États-Unis. Voilà, si ces gens-là prennent position comme Michael Burry ou comme Warren Buffett en Asie avec le Japon, ce n'est pas dans ces rapports-là, donc on prend évidemment tout ça avec des pincettes. La grosse nouveauté de ce trimestre, eh bien, elle est très simple, c'est le retour en grâce de United Health Group. Alors là, je reviens pas dessus dans les détails, puisque pour ceux qui me suivent, que ce soit sur Twitter ou sur YouTube, je vous avais expliqué que c'était mon seul achat et ma seule idée du moment. Donc voilà, des fois je viens ici pour copier ces gens-là, et en fait, cette fois-ci, j'ai pas besoin de le faire parce que j'ai eu la même idée qu'eux au même moment. Ça arrive. Et il s'avère que, voilà, donc ils sont quasiment plus de 13 à avoir investi dans United Health Group, ce fameux groupe d'assurance. Je rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo précédente, ce groupe d'assurance santé aux États-Unis qui a défrayé la chronique parce que son PDG s'était fait assassiner dans la rue, qui après a subi des problèmes avec le Congrès, qui a ouvert des enquêtes pour détournement de fonds, blablabla. J'ai toute une vidéo qui vous explique mon avis là-dessus pendant 30 minutes. Ce que j'aimerais quand même vous faire remarquer, c'est qu'avec ces investissements dans United Health, je ne sais pas si on ne peut pas le trouver ailleurs dans ce site, voilà. Voilà, donc j'ai filtré les achats combinés de tous les super investors. Donc à la première ligne, ils sont environ... je crois qu'on mesure le portefeuille du 90 d'entre eux qui gèrent plus de 100 millions de dollars aux États-Unis, et sur 90 d'entre eux, un tiers, 34, plus d'un tiers, possède Microsoft. Voilà comment est fait ce classement. Et le plus important, c'est le top 10. Alors pourquoi le top 10 est le plus important? Parce que je l'avais calculé, et s'il faut, je vous mettrai un article ou une nouvelle page sur Snowball pour que vous suiviez ça, parce que c'est ce qu'on recherche tous. Si vous investissez dans le top 10 des positions détenues par les super investisseurs, en backtest sur 20 ans, ce top 10 bat le SP500 sur 20 ans, vous faites 2 fois la perf. Je ne me rappelle plus exactement les chiffres, mais c'était à peu près ça, et je vous le développerai dans une autre vidéo. Donc United Health intègre ce fameux top 10 qui a une performance bien supérieure à ce que les gens aspirent, en particulier quand tout le monde investit en ETF SP500. Voilà, donc c'est ce qu'il y avait de plus notable avec cette histoire de United Health. Alors en deuxième position des plus achetés, on tombe sur Amazon. Alors je vous montre rapidement. Donc Amazon a été acheté par les super investisseurs United Health aussi. Je vous montre rapidement que sur Snowball, on en avait parlé de ces deux-là. Donc vous aviez un avis qui avait été partagé sur Amazon. Où est-il donc? Ici, voilà, donc Amazon estimé à 170 dollars avec la cartographie financière, avec la petite thèse qui va avec, même si Amazon, avons-nous encore besoin de présenter cette entreprise? Donc vous aviez une proposition de surveiller Amazon à 170 dollars. Et pour United Health, en fait, vous en aviez deux. Je le sais parce que c'est moi qui les avais partagés. Et sur United Health, j'avais fait un premier partage à 350
dollars de valeur estimée en novembre 2024, en octobre 2024, et on en avait une deuxième tout récemment, voilà, début août, où je vous avais partagé mon avis que c'était l'opportunité à 240 $. Voilà, donc sur les actions achetées par les super investisseurs, vous aviez ces idées partagées avec un prix, voilà, un prix qui était proposé à ce moment-là, et le 170 $ pour Amazon, il était faisable cette année, ce qui est assez rare, parce que souvent sur Amazon, évidemment que tout le monde apprécie cette entreprise, et que la difficulté avec cette entreprise de premier choix, c'est de la voir à un bon prix, puisqu'elle évolue à des multiples price to earning, donc vous payez énormément cher en termes d'années de bénéfices, vous payez ça d'avance énormément cher, mais sur une thèse qui avait été partagée à 170 $, il s'avère que sur les 52 semaines précédentes, le plus bas a été à 161 $, donc il y a eu une bonne opportunité sur Amazon. Perso, je ne suis pas allé pour d'autres raisons, parce qu'à ce moment-là, j'ai acheté autre chose. Donc vous avez ensuite évidemment Google, Google qui a transformé l'essai avec l'intelligence artificielle. Donc Google, on ne revient pas dessus, vous connaissez mon avis, évidemment entreprise incroyable. Moi je l'avais acheté avec un grand bonheur à un PE de 15 quand elle était à 95 en 2023, je crois. Oui, non, c'est ça, je l'avais acheté dans ce creux de 2023. Et je l'avais revendu courant 2024 avec la blague Bard. Donc c'était l'intelligence artificielle vraiment qui explosait. Et là où ils m'ont fait flipper, c'est justement avec leur gros mytho sur Bard, avec les problèmes que posait TikTok à Google Search, etc., etc. C'était des choses qui avaient été déclarées par les équipes techniques. Et j'avais vendu dans la panique, dans ce qui était pour moi une panique, alors même que le prix se comportait parfaitement bien. Voilà, ce qu'est une panique pour moi, c'est une panique de perspective réelle du business et absolument pas une panique de chute de cours de bourse. Et évidemment, derrière, on retrouve en achat numéro 4, le plus acheté, c'est Nvidia, ce qui me donne l'opportunité potentiellement de vous montrer le screener que j'ai développé sur le site Snowball. Donc grâce à ce screener, vous pouvez chercher des entreprises par rapport à leurs fondamentaux, et j'ai ajouté la partie des fondamentaux qui relèvent du dividende, pour ceux qui recherchent des actions à dividende, ce qui est par ailleurs mon cas pour une partie de mon portefeuille. Donc l'idée, c'est que là, on n'est pas du tout sur des price to earning ratio ou ce genre de choses. Vous savez que dans la démarche d'investissement, qui est par ailleurs défendue par ces fameux super investors, ou les Warren Buffett, les Benjamin Graham, toute la véritable littérature sur l'investissement boursier, vous dit que en fait on s'occupe du prix en dernier. Au départ, ce qu'on regarde, c'est les fondamentaux du business, donc vraiment comprendre que fait l'entreprise, qu'est-ce qu'elle vend, à qui, comment se comportent les clients, quelles sont les fragilités, les barrières à l'entrée, les avantages de compétitivité par rapport à blablabla. Vous connaissez toute cette histoire. Et il y a une partie financière évidemment que les gens doivent regarder et qui relève de la performance de croissance qui s'observe sur deux paramètres. La croissance du chiffre d'affaires, évidemment ici je vous l'ai mis en moyenné sur 5 ans. La croissance des bénéfices par action, qui est le fait de convertir le chiffre d'affaires en argent disponible pour de futurs investissements ou pour redistribution aux actionnaires. Tout ceci étant évidemment lié avec le fait de faire de la marge entre ce qu'on dépense et ce qu'on encaisse sur le produit qu'on met à disposition des gens. Et évidemment qu'une entreprise de qualité présente aussi peu de risques de faillite. Et ça, en général, ça s'obtient quand la dette est faible ou quand elle est couverte, au moins par de la disponibilité de cash flow. Voilà, chaque année, des entreprises génèrent du cash flow qui peut être dont on peut se servir pour redistribuer dividendes, pour acheter des actions, pour faire des investissements. Et si on mesure en combien de temps ce cash flow annuel, en combien d'années il pourrait rembourser la dette,
on se dit que voilà, si en 3 ans de cash flow, la dette est remboursée, l'entreprise est de qualité. Et puis, c'est le cas, évidemment, pour le dernier critère, de faire partie de ces critères de qualité, qui est le fameux ROIC, le retour sur capitaux investis, à savoir quel est le pourcentage, quand on ramène le bénéfice généré annuellement par une entreprise aux capitaux mobilisés pour générer ce bénéfice. Donc là, je vous fais un parallèle très rapide avec l'immobilier. Si vous générez 3 000 euros net, tout frais payés, tout travaux payés et tout temps de travail payé sur un appartement ou un studio, 200 000 euros, peu importe que vous ayez 90% de dette et vous avez mis que 10 000 euros d'apport, la performance de votre appartement de 100 000 euros est de 3%. Évidemment, si vous avez mis que 10 000 euros d'apport, vous avez gagné 3 000 sur 10 000, vous avez fait 30% de bénéfices sur votre apport, le reste ayant été de l'effet de levier par endettement. Mais ça ne change rien à la nature de cet appartement qui ramène 3% de bénéfices nets sur l'argent qu'il a fallu mobiliser pour l'acheter. Donc c'est ça le principe du ROIC, c'est de regarder l'argent mobilisé pour acheter un actif, quel qu'il soit, et mesurer le bénéfice en rapport de cet actif et du capital qu'il a fallu constituer pour avoir cet actif. Et le critère est en général autour des 15% pour estimer qu'un business est de grande qualité, puisque vous auriez 15% de rentabilité sur l'argent mobilisé dans l'actif. Ce qui, sur le long terme, tant que vous arrivez à faire grossir votre chiffre d'affaires, a tendance à devenir votre pente de croissance sur le long terme. Donc c'est vraiment le ROIC, le facteur prépondérant d'anticipation de la croissance future possible, ce qui n'est pas forcément le cas avec les autres. Mais évidemment, toute entreprise atteint un moment une maturité, comme Coca-Cola qui a 40% de ROIC, mais qui n'a plus de marché pour se développer. Alors pourquoi j'ai fait les détails de tous ces paramètres de qualité? Parce que en fait dans le screener je vous ai prédéfini ce qu'étaient des entreprises de top qualité. Donc quand on met ces filtres là top qualité, un CA qui croît d'au moins 10% par an en moyenne sur 5 ans, de même pour le bénéfice, une marge nette d'au moins 20%, un faible endettement au regard des cash flows, 3 ans de cash flow serait capable de rembourser la dette, et un retour sur capitaux investis de plus de 15%, eh bien, en filtrant toutes les entreprises de la planète, dans ma base de données, il y en a environ 20 000, mais bon, quand on vous annonce des 60 000 entreprises cotées, déjà il y a tous les doublons. Hein. Une entreprise comme Novo Nordisk est cotée sur 5 places financières. Voilà. Donc avec tous ces doublons, ne vous leurrez pas, avec 20 000, vous en raterez pas beaucoup. Donc des entreprises comme ça qui ont des critères d'excellence, il y en a beaucoup partout dans le monde, plus d'une centaine de résultats sur ces critères-là. Là, c'est classé par taille, et on commence par les bourses américaines. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que une fois que vous avez appliqué un filtre, vous pouvez comparer les 25 premiers résultats de votre filtre. Ce qui va vous donner en gros une image des 3 ratios principaux que sont la croissance du chiffre d'affaires, la vraie évolution du fait que votre business grossit, puis la croissance de ce BPA et ce fameux ROIC qui est potentiellement le taux de croissance vers lequel peut tendre l'entreprise. Et quand on filtre le monde entier avec cette top qualité, la particularité d'NVIDIA est de péter tous les records de qualité. Voilà, c'est aussi simple que ça. NVIDIA, je suis désolé si j'ai mis des plombes pour en arriver là, mais le cheminement intellectuel, malheureusement, il faut toujours le faire dans son ensemble, sinon, en fait, tout ça n'a aucun sens. Donc notre ami NVIDIA, cette fameuse entreprise qui est en train de péter tous les records, est bien évidemment la plus qualitative d'entre toutes au regard de ces critères. Donc elle est ici. Donc tout ceci est évidemment une explication de pourquoi NVIDIA est apparu dans le
le top 10 des achats. Alors au niveau des super investisseurs que tout le monde regarde, on a évidemment Michael Burry qui revient avec des achats, sachant qu'il était quasiment 100% sorti des investissements sur les actions cotées aux États-Unis. Donc il revient avec de l'achat sur du United Health Group, donc Michael Burry, Warren Buffett, une dizaine d'autres. Les plus gros et ceux que moi je suis y sont allés. Voilà, c'était un biais de confirmation après que je l'ai fait moi-même. Voilà, tous, on aime bien se satisfaire de peu de choses. Si on regarde Bill Ackman, bon ça vous l'avez vu dans pas mal d'autres vidéos, donc y compris de mes chers confrères, qui qu'ils soient, mais qui parlent de bourse sur YouTube, donc je ne vais pas vous embêter à revenir avec des sujets qui ont été traités en long, en large, en travers. Mais chez Bill Ackman, il y a eu énormément de Google, hein, c'est un petit peu ça la nouveauté. Si je prends notre ami Warren Buffett, voilà, donc ce qui continue à se passer chez Warren Buffett, qui est quand même assez notable, c'est la réduction de sa position dans Apple, qui est beaucoup plus importante que son achat dans United Health. Donc ça, j'ai fait une autre vidéo sur la réaction au Google, je ne sais plus comment s'appelait l'événement, peu importe, mais où la conclusion de la vidéo est justement que peu importe la performance de Google sur l'intelligence artificielle et le nouveau Google Pixel et compagnie, en fait, ce qui fait le plus peur avec tout ça, c'est le décrochage technologique d'Apple qui est complètement à la ramasse. Et les ventes d'Apple par Buffett ont commencé à peu près quand l'histoire de l'IA a commencé à vraiment changer la donne au niveau de la distribution des cartes. Apple, c'est plus la paire d'as. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et chez notre ami Warren Buffett, l'achat United Health Group, c'est peut-être même pas lui qui l'a fait, mais un de ses gestionnaires qui gère beaucoup moins d'argent. Donc voilà, moi je m'en satisfais de voir ça dans ce portefeuille-là parce que c'est toujours agréable, d'autant plus qu'à titre personnel, je l'ai tapé à 246, ce qui est pas loin d'être le bottom. Après ça, c'est voilà, cette année, c'est un coup de chance. Mais je tape le bottom sur tous mes choix. On peut aller regarder Howard Marks qui écrit des super lettres pour vous expliquer ses réflexions sur l'investissement value. Et la particularité d'Howard Marks, c'est dans sa dernière lettre, que je pourrais vous lire dans une autre vidéo si cela vous intéresse. Eh bien, Howard Marks a expliqué passer en Defense Condition. Je ne sais pas si vous connaissez le DEFCON aux États-Unis, c'est les gradations de niveau de défense vis-à-vis d'une menace de guerre ou d'attaque nucléaire. Il a expliqué être en niveau 2, donc qu'il estimait que le marché était surcoté. Et donc ce que vous voyez dans le portefeuille d'Howard Marks, en fait, c'est de la rotation vers la valeur. Donc il ne shorte pas, il ne vend pas tout pour revenir en cash, mais il est en train de quitter tout ce qu'il estime être des paris risqués ou des paris de croissance pour aller vers quoi que ce soit qu'il estime être des paris solides. Voilà, donc jetez un petit coup d'œil à ces paris solides si vous voulez faire le même chemin que lui, sachant que moi c'est quelque chose que j'ai observé aussi, puisque sur mon compte Twitter, j'ai expliqué que en tant que propriétaire de British American Tobacco, j'avais vu l'action s'envoler en 2025 parce que, et normalement cette action est le cas typique de gens qui l'achètent par fuite vers la valeur. Donc je vous confirme que entre ce que fait Howard Marks et ce que moi j'ai pu observer dans mon portefeuille, il y a quand même énormément de rotation en ce moment entre certains actifs risqués et une fuite vers la valeur. Voilà, c'était une petite mise à jour concernant le portefeuille global des super investors et des mouvements qu'il y avait eu. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Snowball.fr